Les Entretiens du sommeil, un podcast du Centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu de Paris, présenté par le docteur Jonathan Taïeb. Le sommeil des navigateurs, les leçons du Vendée Globe 2021. Des récentes études des années 2010 soulignent un rapport entre le sport de compétition et le sommeil. En effet, la privation de sommeil dans le monde sportif est devenue un enjeu majeur en termes de prévention des blessures, mais aussi en termes de performance et de sécurité. Depuis la création des courses en solitaire à la voile, le public s'interroge toujours sur la façon dont les coureurs peuvent dormir à bord de leur bateau. En effet, un skipper en course transatlantique, par exemple, est plongé dans un environnement hostile, constitué à la fois par la mer et les vents. Le Vendée Globe, course mythique de voile, dont la dernière édition vient de s'achever, est l'épreuve phare de la gestion du sommeil en environnement extrême. Pour en parler, nous sommes avec le docteur François Duforez, qui est médecin du sport et du sommeil et qui suit depuis 1996, au sein de notre centre du sommeil de l'Hôtel-Dieu à Paris, des navigateurs du Vendée Globe. Bonjour François Duforez. Bonjour Jonathan. Alors peut-être pour commencer et dresser le contexte, c'est quoi le Vendée Globe ? Alors le Vendée Globe, c'est vraiment l'Everest des gens de la voile, ce qui consiste en une course autour du monde, en partant des Sables d'Olonne et en revenant aux Sables d'Olonne et en traversant tous les océans de la Terre. Et cette course va durer aux alentours de 80 jours et les marins vont rencontrer des conditions atmosphériques totalement différentes, des tempêtes totalement différentes, des mers totalement différentes, du chaud, du froid, du risque, du danger. C'est la course. Donc pour résumer, c'est une épreuve sans escale, sans assistance et en solitaire. Et vous avez suivi François Duforez, 2 skippers cette année. Quel a été votre rôle et quel a été votre accompagnement dans cette préparation et cette course du Vendée Globe ? Alors en fait, on suit les skippers depuis 1996. Donc ce process en quelque sorte qu'on a eu avec 2 navigateurs cette année dans la dernière course, qui s'appelle Charlie Dalin et Armel Tripon, est maintenant bien établi. La première chose, c'est de faire déjà des enregistrements à terre pour savoir quel type de dormeur nous avons à faire. Et pour cela, des enregistrements qui sont faits à l'Hôtel-Dieu, de polysonographie et d'actimétrie, nous permettent de voir à la fois le chronotype du navigateur ou de la navigatrice, mais également si ce sont des petits dormeurs, des moyens dormeurs ou des gros dormeurs. Si parfois, parce que ça nous est arrivé, il y a des pathologies surajoutées, il faut savoir qu'on a eu un navigateur qui présentait des apnées du sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des apnées du sommeil et qu'on va être 80 jours isolés en mer ? Et donc, ça, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, en même temps qu'on fait ces enregistrements, il y a beaucoup d'interviews. Ce sont des gens d'expérience. Ce n'est pas la première course qu'ils font. Ils ont déjà tout un parcours et donc, soit des croyances, soit des pratiques qui permettent de comprendre comment ils fonctionnent lorsqu'ils sont en solitaire. La grande différence qu'on a eue cette année, c'est que les 2 skippers qu'on suivait, c'était leur premier Vendée Globe. Donc, c'était une découverte aussi de l'inconnu, de l'incertitude, par exemple liée aux mers du Sud, qui sont des mers extrêmement dangereuses, où non seulement il y a cette problématique de sécurité par rapport à la voile, notamment lorsqu'on est en privation de sommeil, mais surtout de découvrir des mers inconnues dans un parcours où vous êtes à 3500 km de chaque côte. C'est-à-dire que s'il y a le moindre problème, vous êtes tout seul à vous en sortir ou pas, même si vos copains sont à côté, c'est déjà arrivé d'ailleurs sur cette course, mais c'est une vraie problématique liée au stress et à l'anxiété. Et donc, la deuxième étape, c'est donc cette interview pour savoir quel type de skipper on a en face de nous, comment ils ont leur expérience. On avait un type de 50 ans et un autre de 36, c'est pas la même vécu, c'est pas la même expérience. Et puis, il y a la troisième chose, c'est faire une étude en mer pour voir comment les gens se comportent en mer par rapport à leur rituel, par rapport à leur nutrition, par rapport aux problèmes techniques qu'ils peuvent avoir sur leur bateau et les relations qu'ils ont aussi avec l'équipe à terre. Et toutes ces réflexions-là, les outils connectés nous ont beaucoup aidés, et notamment des choses qu'on a fait à l'Hôtel-Dieu, et notamment avec Maxime, sur la possibilité d'avoir des enregistrements soit par des bandeaux connectés, soit par des bagues connectées, soit par des montres connectées, et pour savoir si on pouvait enregistrer des choses en situation réelle. Et une des enseignements de ce dernier Vendée Globe, c'est que les objets connectés, ça marche bien à terre, mais ça ne marche pas toujours bien en mer. Et c'est la difficulté qu'on a, c'est de savoir exactement ce qui se passe sur des courses qui durent 12, 14 jours, c'est une chose, mais sur un Vendée Globe qui va durer 80 jours, là, on rentre dans quelque chose qui est totalement inconnu. On commence maintenant par le débriefing, ça c'est la troisième étape, c'est une fois qu'on a réalisé ces enregistrements que la course a été faite, qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité ? Et c'est un des points qui fait que c'est pas des courses qui servent à rien. Je veux dire, celui qui gagne,
c'est le meilleur gestionnaire de sa dette de sommeil. Il ne faut pas rentrer en faillite, parce que si on est en faillite, on risque un accident et on prend des mauvaises décisions. Mais celui qui va bien savoir mettre en place ses rituels, savoir s'adapter à la situation extérieure, gérer l'incertitude, eh bien c'est celui qui va être devant, qui va faire le moins d'erreurs. Et la chance qu'on a eue, c'est d'avoir un navigateur comme Charlie Dalin, qui a suivi et qui a vraiment anticipé tous ces enregistrements et tous les interviews qu'on a pu avoir et les modifications qu'on a pu avoir lors de sa traversée en mer nous ont montré qu'il a fait le moins d'erreurs possible et c'est quand même lui qui a franchi la ligne le premier. Alors avec des conditions et un environnement extrême qui changent constamment, j'imagine qu'en solitaire, au sein du Vendée Globe, il n'est pas possible de se mettre au lit à 23h, de se réveiller à 7h du matin. Il n'y a pas de journée type véritablement. Ça serait bien s'il y avait des journées types. En fait, cette journée type, elle dépend énormément des conditions météo. Exemple pratique, ils sont partis donc le 8 novembre et tout de suite, il y a une dépression qui est arrivée. Ça veut dire que pendant 36 heures, les marins qu'on a suivis n'ont pas pu dormir puisqu'ils se sont retrouvés dans un rythme où il était nécessaire d'être vigilant jour et nuit. Et on sait que 36 heures, c'est la limite où, postérieurement, il peut y avoir des erreurs parce que la privation de sommeil de 36 heures, elle est vraiment limite. Après, c'est comment je récupère. Et ça, notamment avec Charlie, c'était je dors dès que je peux. Le premier point aussi qu'on avait vu avec Charlie et avec Armel, c'était de dormir le plus possible avant la course. Parce que les conditions météo, ils savaient qu'ils allaient avoir cette dépression pendant les 36 premières heures. Il fallait stocker quelque part du sommeil pour éviter les problèmes. Et on a vu d'ailleurs que dans les premières heures et les premiers jours du Vendée Globe, il y a eu beaucoup de problèmes techniques parce que les navigateurs, certains ont été en privation de sommeil, ont pris des risques en franchissant et en allant vers la dépression. Et le bateau, qui étaient des bateaux fragiles, qui sont des bateaux difficiles à mettre au point, ont cassé. Et notamment 2 favoris qui ont cassé. Et donc l'intelligence, mais parce que je pense qu'on l'avait préparé d'un Charlie Dalin, c'était justement de faire le tour de cette dépression tropicale extrêmement dangereuse, de peut-être perdre du temps dans un premier temps, mais d'en gagner puisque la machine était en bonne forme et le marin également pouvait prendre des bonnes décisions. Alors, allié indispensable du marin solitaire, le pilote automatique va aujourd'hui au-delà d'un simple système permettant au bateau de maintenir son cap constant. J'imagine également que c'est une aide pour le pilote. Alors ça, c'est un grand débat qui a eu lieu entre les anciens, je dirais, c'est-à-dire jusque dans les années 2000, et puis les marins de maintenant, c'est que les pilotes automatiques deviennent de plus en plus performants. Avant, un marin barrait des heures et des heures. Maintenant, il est sur la table à cartes pendant des heures et des heures. Donc le métier s'est transformé. Et donc on est maintenant sur de la prise de décision en situation difficile, en situation extrême. Ce qui s'est passé aussi par rapport aux autres Vendée Globe, c'est que les bateaux sont de plus en plus performants, de plus en plus bruyants, bougent de plus en plus. C'est pour ça d'ailleurs que nos outils connectés ont eu des problèmes pour marcher. C'est parce qu'il y a des chocs en permanence. Et ces chocs en permanence et ce bruit en permanence va poser problème. Je vous cite l'anecdote d'un des navigateurs, pas un de ceux qu'on a suivis, mais qui a été obligé de monter en tête de mât. Et c'est très dangereux, ils sont à 30 mètres de haut, ça bouge partout. Et il est resté 3 à 4 heures là, en tête de mât à réparer son chariot de grand voile. Extrêmement fatigué, il descend et il sait qu'il est en privation de sommeil importante. Et il va se mettre une alarme sonore à l'oreille pour faire une sieste d'une demi-heure et après cette sieste d'une demi-heure, continuer sa route. Le problème, c'est qu'il était tellement fatigué qu'il est rentré en quelques secondes dans du sommeil profond, qui fait que même quand l'alarme s'est déclenchée, le cerveau était off. Et il appelle le médecin de la course en disant « Je suis sourd ». Parce que pendant 4 heures, l'alarme lui a crié à l'oreille, il a fait un traumatisme auditif. Pour bien montrer que la pression du sommeil peut être tellement forte qu'on dépasse finalement les capacités d'adaptation de l'homme. Et qui peut avoir des conséquences majeures. La conséquence majeure, c'est qu'il a été sourd pendant un certain temps. Donc ça, c'est un peu un problème. La deuxième chose, c'est qu'il prend des mauvaises décisions. Et la mauvaise décision, c'est de casser le bateau ou c'est de faire une erreur. Aujourd'hui, les marins de cette course savent que l'adage qui veille gagne est devenu qui dort efficacement gagne, et une mauvaise gestion du sommeil peut avoir donc des conséquences majeures et faire perdre carrément une course. Ça a été le cas dans cette dernière édition. Alors ça arrive sur tous les Vendée Globe, et ça arrive généralement soit au début de l'épreuve, soit à la fin. Au début de l'épreuve, c'est parce que quand on traverse le golfe de Gascogne et qu'on n'a pas dormi depuis 36 heures, donc on a eu un navigateur qui a rencontré un chalutier portugais à 10 heures du matin en pleine journée, et malheureusement c'était la fin de sa course au bout de 3 jours de course. Et à l'inverse, son dernier Vendée Globe, on a eu un marin allemand qui, lui, a pris un chalutier 3 heures avant d'arriver, alors qu'il avait la 3e place peut-être en vue. Donc ça veut dire que
c'est un enseignement qu'on a à avoir aussi. Quand vous êtes en dette de sommeil, attention quand vous partez quelque part, mais surtout attention quand vous revenez, que vous pensez que la course ou votre route est finie, la vigilance chute et c'est là où on risque une erreur. Parce que finalement, il dormait quand il est rentré dans le chalutier, malgré les alarmes. Alors François Duforez, est-ce que finalement le sommeil de mer est différent du sommeil de terre ? Je crois que si je caricature un petit peu, je dirais qu'au bout d'un certain nombre de jours où ils sont en contact avec des éléments naturels extrêmement puissants, ils n'ont plus un sommeil humain. Ils ont un sommeil de mammifères marins. C'est-à-dire qu'ils font tellement corps avec le bateau qu'ils se rendent compte que quand sous pilote automatique, le bateau avance d'une certaine manière, que les bruits sont importants, mais c'est toujours les mêmes, ils vont dormir. Et ils vont dormir avec des rituels, certains avec des rituels qui sont des rituels nutritionnels. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire si on veut penser à relâcher et à lâcher prise plus facilement dans un environnement quand même extrêmement hostile, eh bien, ça a parfois des odeurs, parfois des bruits sympathiques, ça peut être des musiques, mais ça peut être aussi des goûts. C'est-à-dire que Charlie, c'était de la viande séchée qui lui plaisait bien et ça lui permettait de lâcher prise plus facilement. La situation était stable, je dors. Et je dors, le luxe, parce qu'il faut savoir combien de plages ils ont dormi. Ce qui m'a été décrit quand même à la fin du Vendée Globe, c'est deux nuits entre 3 heures et 5 heures, une voulue, l'autre pas voulue, sinon des siestes qui duraient 1h30, et le reste du temps, c'est je dors dès que je peux. Alors j'imagine, docteur François Duforez, que vous avez réfléchi à des façons de protéger vos deux skippers dans leur façon de dormir dans des conditions extrêmes. Quels ont été les accessoires que vous avez transmis à ces deux skippers pour améliorer leurs conditions de sommeil ? Ça dépend beaucoup de l'architecture du bateau. On a eu 2 cas de figure totalement différents. Un bateau où il y avait plus de place, Occitanie en Provence, je ne peux pas le citer, où là on a pu installer un matelas avec un oreiller spécifique ergonomique qui limite les coûts, et avec un skipper, donc Armel Tripon, mais qui lui cherchait plutôt, non pas le confort, mais de faire la route et de finir le tour. Donc dans un but à la fois de partage, dans un but sensoriel, moins dans un but de compétition. Et puis de l'autre côté, on a un Charlie Dalin qui est dans l'optimisation de la performance, avec un bateau plus dur, avec un bateau où il y a moins de place. Et là, il faut trouver une chose, un environnement qui lui permette de limiter les traumatismes, parce que le bateau est plus petit, et plus rapide et plus dangereux. Et donc, c'est un matelas à bulles, un peu un matelas coquille, et puis aussi des casques. Il faut savoir que parfois, les navigateurs sont à l'intérieur du cockpit, casqués, quand la mer est croisée et difficile, parce qu'il y a des chocs. Et ces chocs, si elle lui est arrivée, il a pris ce qu'on appelle un arrêt buffet, et heureusement qu'il avait un casque, sinon on pouvait risquer un traumatisme crânien. Et Charlie Dalin qui a effectué un parcours exceptionnel, puisqu'il a terminé premier sur la ligne de cette édition 2021 du Vendée Globe, deuxième au classement général. Il a bouclé cette édition en 80 jours, 6 heures et 15 minutes. Alors on imagine qu'arrivé sur Terre, il y a un temps de récupération important, on parle de 6 à 8 mois. Il y a forcément des retombées physiques d'une telle épreuve. J'imagine, docteur François Duforez, que vous avez débriefé avec Charlie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Le débrief avec Charlie Dalin, il est peut-être aussi important que le briefing avant. Non seulement pour lui, parce qu'il va avoir d'autres courses, mais aussi pour les gens avec qui on va partager ces informations. Le premier point, c'est que on met peut-être plus de temps à récupérer que de faire la compétition en elle-même. Pour 2 raisons. La première, c'est l'expérience qu'on a eue d'autres navigateurs. Les neurotransmetteurs, que ce soit les neurotransmetteurs de la vigilance ou les neurotransmetteurs du sommeil, que ce soit donc les catécholamines, dopamine ou sérotonine de l'autre côté, sont épuisés. On a fait des dosages urinaires qui ont montré qu'il n'y avait plus rien, très très peu de ce type de neurotransmetteurs. La conclusion, c'est qu'ils sont fatigués dans la journée, ils ne dorment pas bien la nuit. Le système immunitaire s'effondre. Ce n'est pas le moment d'avoir un système immunitaire qui s'effondre. On a eu beaucoup de pneumonies dans les Vendée Globe précédents et beaucoup de dépression aussi, avec des gens qui se retrouvent avec un retour à terre sans avoir les neurotransmetteurs qui leur permettent de bien dormir pour bien récupérer de toutes les émotions qu'ils ont pu avoir pendant 80 jours. Donc il faut être très vigilant là-dessus, et on commence déjà par des dosages, par de l'interrogatoire clinique pour savoir comment ils sont, dans quel univers ils sont, familial aussi, c'est un point important. Et encore une fois, cette clinique, elle est associée et adossée à des mesures qui sont des mesures biologiques. Le sommeil en lui-même, il le récupère relativement vite en termes de sommeil lent profond et de qualité de sommeil. Par contre, cette fatigue profonde qu'ils peuvent avoir, elle met généralement entre 3 et 6 mois à se dissiper. Merci, docteur François Duforez, pour cet entretien passionnant au sujet du sommeil des navigateurs
et de vos skippers du Vendée Globe. Cela montre une fois de plus que l'homme peut s'adapter à un environnement extrême en réorganisant son sommeil, et ce grâce à votre expertise. Merci et à très bientôt.